Nous habitons sur des territoires, nous habitons sur des communes, nous avons des maires. Éventuellement, nous sommes conseillers municipaux, nous nous présentons, nous essayons de l'être. Je pense que ce lieu d'action est capital. Si le maire de Triel-sur-Seine avait autour de lui quelques personnes un peu formées politiquement pour lui expliquer que quand on lui supprime ses pouvoirs, c'est pas seulement un problème technique, que c'est pas seulement un problème d'efficacité ou un problème de proximité, mais que c'est un problème politique profond, peut-être qu'il réagirait autrement. S'il avait des personnes courageuses pour l'encourager, pour lui proposer des plans d'action, pour réunir les maires, etc. Là, nous pouvons y être, plutôt que 2-3 personnes qui vont influencer les programmes. On peut le faire aussi, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je pense que là se situe un point non seulement d'action politique concrète, on pourrait appeler ça la micropolitique, comme il y a la macroéconomie, la microéconomie, mais il y a la macropolitique, la micropolitique. La macropolitique, on se rend compte de plus en plus qu'elle est vidée de sa substance. On se demande s'ils ont encore un réel pouvoir face à un certain nombre d'exigences, de traités, d'exigences financières, etc. Juncker a dit qu'il n'y a pas de processus démocratique possible contre les traités européens. Donc ça, qu'est-ce qu'on y peut, nous? Immédiatement, c'est difficile. Mais si on nous dit qu'il n'y a pas de processus démocratique possible contre la décision du préfet de région, eh bien peut-être qu'on y peut quelque chose. Peut-être qu'on peut s'organiser. Ça, c'est une piste de résistance et c'est important parce que le processus de mondialisation crée un pouvoir pyramidal de plus en plus énorme, avec une pyramide de plus en plus grande, sur des zones qui s'étendent. Donc la base de la pyramide s'étend et le sommet devient de plus en plus lointain par rapport à la base de la pyramide. Et on fait redescendre en cascade, depuis le sommet, un certain nombre de normes, un certain nombre de grandes conventions, etc. Selon une théorie anglo-saxonne, une fois encore du droit, qui est la théorie du pur droit, on l'explique dans le livre, et selon une hiérarchisation du droit qui est ni plus ni moins qu'un diktat venu du haut de la pyramide. Plus on s'approche du sommet de la pyramide, plus il est difficile de résister. Plus on s'éloigne du sommet de la pyramide pour aller vers la base, plus le sommet de la pyramide a de difficultés à nous atteindre. Ça devient plus compliqué pour lui. Et on voit bien aujourd'hui que, si on prend au niveau européen, ils sont quand même assez désemparés face aux réactions des peuples. En France, en Espagne, en Grèce, ça tangue. Et il voit bien que la partie n'est pas gagnée. C'est pour ça que Juncker dit ça, parce qu'il part dans cette dérive autoritaire ou dans cet argument d'autorité, parce qu'il ne lui reste plus que ça. Il ne sait plus expliquer l'idéal européen. Il ne sait plus l'argumenter. Alors qu'est-ce qu'il dit? Quand on ne sait plus expliquer les choses, eh ben on se réfère à l'autorité. On dit c'est l'autorité. C'est comme ça. Comme si nous, avec nos enfants, on ne peut plus expliquer pour quelles raisons on agit, alors on n'est plus dans l'autoritarisme et on est dans la dérive autoritaire. Donc je pense qu'il y a là un lieu de résistance important et je pense que c'est une résistance au processus de mondialisation. Je vais dire un mot du processus de mondialisation parce que c'est important aussi dans le cadre du meilleur des mondes. Je ne sais pas s'il va y avoir un super État mondial avec un gouvernement mondial. Je n'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est ce processus de mondialisation où des pouvoirs de plus en plus importants sont gérés à un niveau très élevé et mondial, notamment par rapport aux grandes puissances financières. La mondialisation, c'est un fait. Voilà ce qu'on nous a raconté. On a dit, mais il y a l'évolution des technologies, des communications, des transports, le monde est interconnecté. On n'a pas le choix. There is no alternative. Tina, les gars. Tina. Donc il n'y a pas de choix. Mondialisation, c'est un fait. Donc on nous a dit, ça ne sert à rien de dire qu'on est contre la mondialisation ou pour la mondialisation, parce qu'on n'est pas contre ou pour un fait. Moi j'ai lu un entretien très très intéressant qui a été donné par François Hollande avec Edgar Morin dans Le Monde en mai 2012, quelques jours avant son élection à la présidence de la République. Un entretien très intellectuel sur la situation politique, sur l'état de la gauche, etc. Et ça d'ailleurs, en lisant cet entretien, on s'aperçoit que cet homme n'est pas un imbécile. Hein. Quand il s'agit de discuter avec Edgar Morin à un niveau un petit peu élevé, etc., avec un vocabulaire et une syntaxe qui tiennent la route, il sait faire. Hein. Donc, il n'est pas complètement idiot. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit « La mondialisation n'est pas une loi de la physique, c'est une construction politique. Ce que des hommes ont décidé
est construit, d'autres hommes peuvent le changer. C'est clair. Il y a bien des hommes qui ont décidé qu'on allait libéraliser et ultra-libéraliser les échanges de capitaux, de biens, de marchandises et d'hommes, travailleurs ou non d'ailleurs. Il y a bien des personnes qui ont décidé qu'aux frontières, on allait faire sauter un certain nombre de choses, des barrières douanières, les questions d'immigration, qu'on allait laisser passer les gens, qu'on allait laisser se mondialiser les capitaux, les échanges, etc. Avec le résultat qu'on sait depuis le début des années 90, avec le casino financier tout puissant, et dont on connaît les résultats, on a vu ce qui s'est passé en 2008. Donc ça, c'est une construction. François Hollande a raison. Il y a un autre mensonge que je voudrais souligner, c'est cette question du chômage. Parce que dans la mondialisation, finalement, qu'est-ce qui se passe? Je le dis à grands traits, hein, les choses sont sans doute plus complexes. Je caricature un tout petit peu. Cependant, il y a quand même une tendance, des données tendancielles, comme disent les sociologues, qui font qu'on fait construire les produits manufacturés à faible valeur ajoutée par des semi-esclaves dans un certain nombre de pays. On désindustrialise en France. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Parce que ça, on l'a soulevé dans les années 80, dans les années 90 notamment. On a dit oui, mais quels seront nos emplois en France? Où seront les emplois de nos enfants si on continue à désindustrialiser? On nous dit ah mais c'est pas grave. En France, on aura des emplois à valeur ajoutée. On aura une société de cols blancs. Vous savez ce que sont les cols blancs? Dans une usine, les cols blancs, ce sont les cadres, les ingénieurs, et les cols bleus sont les ouvriers, puisqu'ils ont une blouse qui est le plus souvent bleue. Donc on allait avoir une société de col blanc, on allait avoir une société où plus de 80% d'une classe d'âge arriverait au bac, donc aux études supérieures, qui est le passeport pour occuper des fonctions d'encadrement intermédiaire et supérieur selon les études. Mais cette société de col blanc, où est-elle? Est-ce que 90% dans un pays, au sein d'un peuple, 90% des gens peuvent être ingénieurs, cadres, consultants, être capables d'aller à Chicago pour Ernst & Young, etc. Bien évidemment non. Tout cela était un mensonge. Ce mensonge a été avoué, sans que cela soit particulièrement relevé, par Manuel Valls. Il ne l'a pas dit en France. Il l'a dit à Berlin et il l'a dit à Londres. Deux citations qui se recoupent totalement. À Berlin, il a dit « La France a une préférence pour le chômage de masse bien indemnisé, c'est un fait. » Quelques jours plus tard, le 6 octobre 2014, il réitérait à Londres « Nous, en France, nous avons fait le choix d'un chômage très important et très bien indemnisé. » Indemnisé par quoi? Bien sûr, par nos impôts, mais aussi par la dette. Abyssale. Cela s'est relevé dans le Monde du 6 octobre 2014. Mais le Monde, comment il présente la chose? Il ne va pas s'interroger sur ce fait incroyable où on a dit qu'on a fait le choix du chômage de masse bien indemnisé en France. Il ne va pas dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Il ne va pas décortiquer le truc. Et en plus, c'est dans la rubrique décodeur. Non, il s'intéresse à la question de savoir et de comparer les niveaux d'indemnisation en France et en Allemagne. Voilà comment le Monde traite la chose. Donc je crois qu'on est face à énormément de mensonges qui nous sont dits, des mensonges qu'il faut connaître et qu'il faut faire connaître. Je crois qu'on est face à des processus qui consistent à nous priver de notre liberté, de notre capacité de comprendre les enjeux globaux du monde et de notre capacité d'agir là où nous sommes. Donc moi je pense qu'il y a une piste dans le fait de favoriser les dynamiques locales et les dynamiques micro-politiques au niveau des territoires sur lesquels nous sommes engagés. Là où il y a des responsabilités communes. On pourrait appeler ça des solidarités. Parce que le mot solidarité, il a été galvaudé. Solidarité, on a dit c'est un sentiment. Solidarité, c'est pour être gentil, on est dans le camp du bien, on est solidaire, on donne de son temps. La générosité, c'est très bien. Mais la solidarité, il y a une définition très importante de la solidarité. Être solidaire, c'est être lié par une responsabilité commune. Comment sommes-nous liés par des responsabilités communes, là où nous sommes, entre des élus, entre des commerçants, entre des PME, entre des associations, etc. Des dynamiques ici, à mon avis, sont à créer. Et nous qui sommes éveillés depuis maintenant novembre 2012 sur un certain nombre de problématiques essentielles comme la famille, bien évidemment, et qu'il ne faut surtout pas abandonner, je crois que nous avons besoin de réfléchir à cette question et d'élargir notre vision
et nos perspectives par rapport à ces enjeux. C'est-à-dire que ce qui va se passer, si on reste enfermé, à mon avis, c'est à discuter, hein, mais si on reste enfermé dans une sorte de ghetto culturel où notre défense des valeurs identifiées, etc., valeurs qu'il faut défendre, bien évidemment, mais si on reste cantonné à ça, on sera une sorte de réserve, dans le meilleur des mondes, de gens qui défendent des valeurs et qui ne seront plus que, on va dire, un segment de marché ou un segment d'électorat pour les marketing politiques.